Pierre, merci beaucoup d'avoir répondu présent et très spontanément à cette matinée. On est très heureux de vous accueillir. Je le disais, vous êtes dans l'univers du soin. Nocibé, je pense que beaucoup de nos adhérents et adhérentes vous connaissent, pratiquent vos différents magasins. Je sais que vous me disiez, vous étiez peut-être peu présent sur la région parisienne, mais extrêmement présent en région. Je crois qu'on est sur 500 magasins. Un peu plus, en fait, avec une centaine de franchisés. Donc oui, ils ont 500 magasins sur l'ensemble du territoire, avec une part de marché globale de 28%. Cette année, on gagne 1,4 point de part de marché. Donc de 28%, quand Sephora en a 29%. Donc en fait, effectivement, ça peut sembler hors du temps ou bizarre pour les personnes qui sont en région parisienne et qui ne connaissent pas cette société alors que Sephora est ultra connue. C'est qu'en fait, notre part de marché sur Paris est inférieure à 3% pour des raisons en fait historiques. Voilà. Donc 500 personnes, 3500 collaborateurs, environ 1 milliard sous enseigne. D'accord. Voilà. Donc on est dans l'univers. J'ai écouté avec passion ce que disait l'amiral. Moi, en fait, ma contribution va être humblement un partage d'expérience. Donc je ne serai pas sur des grands principes, je serai, et non pas sous la mer, mais les pieds bien sur terre en parlant d'entreprise. J'ai trouvé ça passionnant, en fait j'aurais pu continuer et lui céder mon temps de parole. Mais on le retrouvera dans une vingtaine de minutes. Et pour tout vous dire, moi j'ai été aussi passionné par l'échange, mais aussi par un échange que vous aviez donné à l'occasion d'un forum, d'un colloque, je crois, de l'Académie du service, oui. Au cours duquel vous aviez dit, d'une manière peut-être un peu provocante, mais on sentait une sincérité réelle, nous n'avons probablement pas les plus beaux magasins. Alors, ce qui, de la part du spectateur, pouvait surprendre qu'un dirigeant dise ça. Non, c'est une réalité. Nous n'avons probablement pas les meilleurs produits, mais nous avons probablement les meilleures équipes. Non, je vais vous dire exactement, parce qu'en fait, c'est une réalité. On n'a pas les plus beaux magasins. Pourquoi ? Parce que Nocibé s'est créé par des rachats successifs de petits réseaux. Donc, j'ai une quinzaine de concepts différents. Sephora crée en fait des magasins ex nihilo avec un concept. Donc, ils ont 1 ou 2 concepts sur l'ensemble de leurs magasins. Nous, ça a été par des petits rachats de concepts différents, de boutiques de quartier, de commerçants de quartier, très proches de leur clientèle, etc. Donc ça, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas les plus beaux magasins. C'est pas vrai qu'on n'a pas les meilleurs produits. En fait, je dis, on ne peut pas se différencier par les produits parce que tout le monde vend les mêmes produits. Exactement. Voilà. Donc tout le monde vend les mêmes marques, etc. Donc il faut bien pouvoir se différencier. Et donc, ce que je dis, on pourra le développer. Et je le dis une fois encore, sans fanfaronnade, on a vraiment les meilleures équipes. Et c'est reconnu. Et c'était effectivement sur la chute qu'il fallait arriver, parce que si on n'entendait que le début de la phrase, qui était dire on n'a pas les plus beaux magasins, on n'a pas forcément les meilleurs produits, mais c'est bel et bien ce que vous disiez, mais c'est probablement parce que nous avons les meilleures équipes. Et on gagne continuellement des parts de marché, c'est bien dû à quelque chose. Exactement. Et c'est justement ce dirigeant qui prend soin de ses équipes qu'on est très heureux d'accueillir. Donc j'ai envie de vous demander déjà comment vont vos équipes aujourd'hui, puisqu'on sait que vous leur accordez du soin, et puis comment vous avez pu également les accompagner au cours des derniers mois, dont on sait qu'ils ont été assez difficiles pour beaucoup d'entre nous. Actuellement, elles vont bien parce qu'on a rouvert les magasins il y a 1 mois. Elles sont très heureuses d'avoir retrouvé les clients. On est tous très heureux d'avoir retrouvé nos clients. C'est évidemment une réalité. Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille cette dernière année ou bien depuis 1 an et demi? Évidemment pas. Depuis le premier confinement, en fait, on a essayé de maintenir un lien. Il y avait une sorte une vraie volonté en fait de pouvoir maintenir un lien avec les équipes et avec les clients. Donc on a communiqué via des papiers, on appelle ça, qu'on a appelé Gardons le lien, qui était un véritable rituel en fait de communication avec les équipes. Et dans ces papiers, dans ce Gardons le lien, on essaie de donner le maximum d'informations. Elles étaient loin de leurs équipes, loin de leurs collègues, loin des clients. Il fallait absolument, une fois encore, maintenir ce lien pour maintenir une dynamique et laisser le moins de place justement
à l'incertitude et parfois aux peurs qui vont avec. Donc on a donné le maximum d'informations. Très très vite, on s'est dit qu'on pouvait leur proposer de faire des formations. Et pour vous dire, dans la suite de ce qu'on a dit au début, on a proposé des formations aux responsables et aux adjointes. On a eu 760 inscriptions en 2 jours. Et finalement, il y a 800 personnes sur un total maximum de 850 qui se sont inscrites pour ces formations. Et c'était des formations évidemment online qui étaient intéressantes à faire. Et voilà. On a également ouvert les réseaux sociaux de l'entreprise. Et pour beaucoup, c'était une première de partager justement. Donc qui dans sa salle de bain, qui dans son salon ou bien dans son jardin, elles ont communiqué par milliers de posts. On leur a donné la parole au nom de l'entreprise, chose qu'on ne fait pas habituellement, parce que la communication sur les réseaux sociaux est devenue tellement importante que vous faites attention exactement à ce que vous mettez. Mais sincèrement, elles nous ont bluffé par la qualité de ce qui a été fait. Donc on a eu raison de leur offrir les réseaux sociaux. On a véritablement vu qu'il y avait une énergie en fait incroyable au niveau des équipes. Et ma conviction est que dans des moments comme cela, justement dans des moments d'incertitude comme celle-ci, si vous avez une culture d'entreprise qui est forte, c'est absolument nécessaire. Parce que cette culture reste intacte pendant les moments difficiles et vous ne pouvez pas la construire pendant ces moments difficiles. Elle doit dater. Voilà, elles nous ont suivis dans des moments, dans des périodes de troubles et justement d'incertitude. Si on attend ces périodes troubles pour construire la confiance inter-équipe, ça ne marche pas. C'est ce que disait l'amiral, la nécessité finalement de planter pour pouvoir développer une culture maison. Et pouvoir... Oui, elle doit être vraie, et beaucoup de mots qui ont été utilisés peuvent être pris. Elle doit être vraie, elle doit être dans le sens que l'on donne, elle doit être partagée. Vous avez beaucoup d'entreprises qui parlent beaucoup de valeurs. C'est comme les frites McCain, en fait. C'est plus on en parle, moins on en mange. Mais quand il y a de vraies valeurs qui sont partagées, quand le sens est donné, c'est quelque chose de précieux et d'essentiel en période difficile. On parlait de précieux, il y a ce capital humain auquel vous accordez beaucoup de poids. Il y a un autre capital, c'est effectivement le capital, si j'ose dire, lié à l'actionnariat. Je crois que votre entreprise a connu un certain nombre de LBO, leverage buy out, qui est un mode En 2 mots, résumons. Disons que dans les dernières années, l'actionnariat a changé 4 fois. Ce sont des fonds d'investissement, la plupart américains ou anglais. Voilà. Et l'intérêt de l'actionnaire est de pouvoir racheter une société, créer de la valeur par des mécanismes financiers et la revendre. Voilà. Donc là, pendant cette période, en fait, si vous voulez, ça rejoint ce qu'on disait au début au niveau des magasins, l'ensemble des investissements, les CAPEX, sont très limités et orientés en retour sur investissement immédiat. Donc vous ne pouvez pas investir partout autant que vous voulez, autant que ne peut nécessiter, si vous voulez, par exemple, le maintien d'un réseau de 500 magasins historiques, etc. Ouais. Donc là, il y a sûrement des questions de gestion du long terme et du court terme. Justement, quelle boussole vous confieriez, si j'ose dire, dans l'univers maritime, un dirigeant ou un jeune manager, justement, qui est face à ces incertitudes qui peuvent le questionner sur le court terme, le long terme? Alors, le plus facile, c'est d'être schizophrène. D'accord. Strike. Donc, si c'est le cas, c'est réglé. Sinon, je dirais que ce qui est notre boussole, c'est très certainement le client. Ses désirs, ce dont il a envie, son comportement. Le client est notre boussole, mais il faut que l'on ait un cap. Donc le cap, c'est à long terme, et forcément le cap est changé en fonction des changements justement de comportement. Il peut y avoir une révolution technologique qui fasse que
vous devez changer ou bien ajuster, disons, le cap qui est à long terme. Et ces ajustements nécessitent une vraie capacité qu'il faut avoir de réactivité. Donc il faut être ultra agile. Et des entreprises qui sont grandes, parfois c'est difficile d'être agile. On a cette capacité et pour pouvoir l'être et réagir rapidement, il faut que les équipes vous suivent. Et pour que les équipes suivent, il faut savoir expliquer, donner du sens. On a la chance d'avoir des équipes qui sont ultra réceptives. Voilà. Et le sens est tout le temps donné. Quand vous donnez le sens, l'action est plus facile. Donc, comment jouer à la fois sur le long terme et le court terme dans le retail et dans d'autres industries. D'ailleurs, on a souvent dans beaucoup de métiers, on a souvent ce gimmick de dire il n'existe pas de long terme sans court terme. Voilà. Donc, en fait, il faut avoir un cap. On sait exactement quelle est notre ambition, ce que l'on veut aller chercher, etc. Et ensuite, la boussole pour pouvoir suivre ce cap, et particulièrement dans le retail, un travail de tous les jours, de toutes les heures, de chaque instant, de chaque visiteur en magasin. Donc c'est un ultra court terme. Et vous êtes obligé d'être le plus près possible et certainement pas des philosophes de la vente. Il faudrait être ultra pratico-pratique, les pieds vraiment, comme dans la chanson, les pieds dans la boue et le nez dans les étoiles. Donc le cap, on le connaît et le quotidien est évidemment quelque chose qui est ultra dans le détail. Il y a un détail qui n'échappe pas à Trustim, c'est justement l'importance du capital client. Trustim que vous connaissez bien, qui est effectivement ce fonds de placement qui a modélisé son modèle économique sur des entreprises qui sont particulièrement orientées client. Ça donne l'importance que peut avoir le client dans le business. Aujourd'hui, comment Nocibé essaie justement de préserver ce capital client sur un marché qui bouge beaucoup? On parlait d'évolution, il y a ce phénomène d'amazonisation. Comment le dirigeant que vous êtes, dans un univers qui bouge, essaie de fixer des caps, d'ajuster, de rester agile comme vous dites? Alors, je peux parler très longtemps, mais le temps est compté. Ouais. Je vais parler de deux choses. La première, c'est la valeur ajoutée que nous avons. La vraie valeur ajoutée, c'est le conseil des équipes et la proximité des équipes. Et la proximité dans le sens proche et près, et dans tous les sens du terme, est une valeur qui est extrêmement importante et qui a un avenir certain. Et plus encore, pendant des années, on a entendu parler des centres-villes qui étaient en train de crever. Et ce sont les centres-villes qui tirent l'économie actuellement parce que les gens ont besoin d'un lien. Donc la valeur ajoutée, c'est le lien humain, la proximité et surtout la prise en charge, les conseils avisés, une vraie bienveillance des équipes et une passion avec une vraie expertise également, donc de l'ensemble des conseils. Ça, c'est pour la partie, à mon sens, la plus importante pour pouvoir préserver la relation avec le client. Elle est, je ne vais pas me répéter, là, une vraie valeur ajoutée et voilà, incontournable. La deuxième, et qui est véritablement une tendance montante, c'est la connaissance du client par les datas, par le comportement sur Internet. Tout est traçable sur Internet. Et nous avons des clients qui, à plus de 90%, sont cartés. C'est-à-dire que nos clientes ont des cartes de fidélité et vous avez un historique d'achat, mais vous avez également désormais un historique de comportement. Et vous avez dans ces datas également des trésors d'informations qu'il faut aller chercher. C'est le moyen, c'est les deux. Peut-être que le premier est celui qui est historiquement la force, le trésor de Nocibé. C'est la relation que peuvent avoir les équipes avec chacun de ses clients. Vous avez dit qu'on était dans le soin. Le marché de la parfumerie en France, à hauteur de 73%, est fait par le parfum, pas par le soin. Mais par contre, Nocibé a des cabines de soins, a un institut. Et moi, je suis frappé d'une chose à laquelle on ne pense pas quand j'entends mes sœurs ou ma fille conseiller un magasin Nocibé. Elles ne disent pas « va au Nocibé, rue de Vaugirard ». Non, elle dit « va voir Nicole ». Donc en fait, il y a ce lien, imaginez,
elles appellent, et donc l'enseigne finit par être personnalisée par une personne qui prend soin, qui est l'esthéticienne. Vous avez une vraie relation en fait d'intimité. Voilà. Justement, vous évoquiez la qualité relationnelle, le fait de collecter, si j'ose dire, entre guillemets, des datas. Du coup, derrière, peut se poser la question de l'indicateur, des indicateurs. En tant que dirigeant, dans un univers justement d'incertitude, gouverner, c'est choisir. Du coup, quels peuvent être les indicateurs auxquels vous êtes particulièrement attentif? Écoutez, je vous ai dit retail is detail, donc il y en a plein. Des indicateurs et vous pouvez laisser au bord du chemin ou bien en tout cas ignorer aucun de ces indicateurs. Mais si je ne dois en retenir que deux, le premier est un indicateur qui est hyper opérationnel, qui est le taux de transformation. Le taux de transformation, c'est quand vous avez 100 personnes qui entrent dans le magasin, il y en a par exemple 35 qui achètent, votre taux de transformation est de 35%. Et le deuxième indicateur, c'est la satisfaction du client qui est mesurée extrêmement précisément. Pour le premier point, qui est le taux de transformation, si en fait il y a un bon accueil, s'il y a une bonne prise en charge, une bonne découverte des besoins, un bon conseil, la personne sera satisfaite, elle sera contente, elle va pouvoir se faire plaisir, elle se fait plaisir, elle est contente. C'est un premier indicateur qui est aussi opérationnel et qui est le meilleur levier de chiffre d'affaires et de rentabilité et de productivité dans les magasins. C'est un indicateur qui est fondamental. Le deuxième, c'est un indicateur, en fait, et les deux sont véritablement concomitants, qui est la satisfaction client. Parce que c'est, comment dire, le client fait la différence et notre différence, c'est l'excellence dans le client. On a gagné 5 fois de suite le prix de l'excellence client, c'est pas, comment dire, on en est ultra fiers pour les équipes. Et modestement ou immodestement, je trouve que c'est véritablement légitime, 5 fois de suite, un prix d'excellence. Donc la satisfaction client est ce qui vous assure une vraie fidélité. Et le recrutement des clients est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc, mieux vaut garder nos clients, qu'ils soient satisfaits, etc., au-delà de la passion qu'on a de les servir. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond effectivement à la question. Justement, tout ce qui touche au domaine de la satisfaction client, là, si on parle toujours aux dirigeants, il y a toujours des suspicions finalement, on ne remonte que les bonnes nouvelles aux dirigeants. Les strates intermédiaires peuvent essayer de masquer ce qui ne fonctionne pas bien dans l'entreprise, dans le réseau, dans le magasin. Ah, je pensais que vous parliez de la du client. C'est parfait. On a 250 000 à 300 000 verbatim. Ouais. On ne masque rien. Non, justement, Pierre, c'est là où je voulais en venir, c'est en disant qu'il y a beaucoup d'industries où en fait la crainte, c'est de ne pas pouvoir remonter ou de ne pas avoir une vision fiable de ce qui est réellement vécu au niveau du terrain. Non, pas de vous. Au niveau des entreprises, souvent, c'est des choses qu'on peut entendre. Ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec. Non, vous parlez du dirigeant. Voilà. Et du coup, vous, en tant que dirigeant, comment faites-vous justement pour vous assurer que tout vous remonte bien, d'être sûr d'avoir une chose. D'abord, vous avez la voix du client qui est ultra précieuse. Ouais. Qui vous donne véritablement c'est un miroir magnifique. Vous pouvez être dans le vrai ou bien vous pouvez complètement vous planter dans les choix que vous avez faits. C'est immédiat, le client vous donne un feedback immédiat. S'ils sont satisfaits, c'est merveilleux. Et s'ils ne le sont pas, quel est le plan d'action que l'on peut mettre en place? Et la deuxième, c'est véritablement écouter les équipes. Et je comprends mieux votre question, c'est est-ce que finalement les équipes ne sont pas tentées de me dire ce que moi j'ai envie d'entendre? Dieu m'en préserve. Voilà, donc les règles du jeu dès le début ont été extrêmement claires, que ce soit au niveau du CODIR, du comité de direction, où la parole est libre. Et on a le droit tous de nous exprimer, même sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Parfois, une question d'un béotien peut être complètement salutaire, parce que ça vous fait justement penser autrement, tel que ça a été dit tout à l'heure. Ça vous fait voir le problème d'un point de vue différent. Néanmoins, au terme en fait, de ces échanges, il y a des décisions qui sont prises et la personne qui en est responsable va dérouler. Quand on sort en fait, de notre réunion, tout le monde est aligné et on va dans le même sens. Et également, je n'ai pas tout le temps été président de Nocibé. J'ai été directeur général adjoint, avant j'étais directeur commercial et je passais ma vie dans les magasins. Donc voilà,
si vous êtes vrai dans le fait de vouloir entendre et écouter, voilà, j'ai la faiblesse de croire en tout cas que les équipes ne disent pas forcément ce que j'ai envie d'entendre, parce que parfois on vous dit des choses qui sont difficiles, des choses qui vous bougent, en tout cas des choses qui vous font réfléchir, et c'est tant mieux. Il s'agit, comme je l'ai dit, quand on a un cap, il ne faut pas être déconnecté de la réalité. Il est absolument nécessaire de connaître la réalité pour pouvoir agir dans le meilleur sens possible. On a parlé d'agilité. Comment on... En fait, quand je pense à entraînement, je pense à la formation. Ouais. C'est un pan que je veux bien partager en fait, avec ceux qui nous écoutent. Et une fois encore, voyez-y si vous voulez de la fierté, mais ce n'est pas de la fanfaronnade. Le retail, vous avez pas mal d'équipes qui initialement sont peu diplômées. Parce que la vie a fait qu'il a fallu commencer à travailler tôt, on s'est orienté vers la vente, on est passé dans le magasin d'à côté, etc. Chez nous, on a aussi énormément de personnes qui sont diplômées en esthétique. On a mis en place, il y a quelques années, un programme de formation adapté à notre activité, à la parfumerie sélective, aux soins, aux parfums, complètement adapté aux attentes de nos clients. Et c'était des parcours qui étaient diplômants. Et donc, j'ai la fierté de dire qu'on a 1700 personnes qui ont été diplômées bac +2, jusqu'à bac +5. Et ce n'est pas un équivalent bac, non, c'est un vrai bac reconnu par l'État, un vrai bac +2, un vrai bac +5. Et on a 1700 personnes. Et ça, c'est suite à des formations, à des programmes de formation qui ne se sont jamais arrêtés. J'ai le détail, si vous voulez, du nombre de personnes et des heures qui sont données tous les ans. Les partenariats que l'on a avec les marques sont aussi très importants. Quand vous avez une personne qui est passionnée par sa marque, qu'elle soit Clarins, qu'elle soit Yves Saint Laurent, Armani ou peu importe, qui vient et qui forme en local les personnes, il y a, au-delà de l'attachement qu'ils peuvent donner aux personnes, si vous voulez, qui participent à la formation, ils donnent également objectivement des connaissances, des techniques, et c'est une vraie valeur ajoutée pour les conseils qui sont donnés par la suite. Donc, je réponds un peu à côté de l'entraînement, parce que l'agilité, c'est autre chose aussi. Mais la première chose, l'entraînement, c'est la formation, si vous voulez, en entreprise. La formation en entreprise, en tout cas chez Nocibé, est un des éléments fondateurs de la confiance qui a été établie aussi avec les équipes. Voilà. Quand on est passionné de ces produits, on est d'autant plus réceptif à la formation qui nous est proposée. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple pendant la crise sanitaire. Quand vous voyez un tel enthousiasme en 2 jours, vous avez quasiment 90%, et c'était uniquement sur la base du volontariat. Voilà, et vous avez tout le monde qui a adhéré. L'agilité, c'est d'abord la capacité d'être suivi. Et peut-être en amont aussi, la capacité d'écouter. Si on écoute et qu'on sait que l'on doit changer, sur quelle que soit la question, il faut donner une impulsion. Et la difficulté que peuvent rencontrer des sociétés de retail qui ont beaucoup de magasins, il ne suffit pas de décider au niveau du siège pour que la chose soit... Il y a plein de dirigeants qui pensent « mais on a dit ça et finalement ce n'est pas appliqué en magasin ». Et en fait, la force de Nocibé, je pense, c'est que d'abord, l'ensemble de la chaîne managériale est ultra fiable. Elle est vraiment ultra fiable, alignée, et surtout, on explique. Voilà. Et quand vous expliquez, et ça peut aller super vite, il n'y a pas besoin de longs discours. Enfin, on est beaucoup plus bref que ce que je raconte maintenant. Voilà, il faut donner du sens et expliquer. Et c'est là où vous avez une vraie agilité. Actuellement, si vous n'avez pas de la réactivité et si vous n'avez pas une vraie agilité, vous n'avez pas d'avenir.
dans la profession. Il y a eu au niveau du retail, et je ne parle pas de la parfumerie, je parle du retail en général. Actuellement, les sociétés qui ont pignon sur rue, qui ont toujours des réseaux qui sont importants, sont des entreprises qui ont shifté en qualité, inévitablement, parce qu'il y a eu des nouveaux entrants, il y a eu de nouveaux arrivants, des étrangers, qui ont un peu secoué tout ça, qui ont monté le niveau d'exigence du client, et tant mieux. Et voilà. Donc, Du coup, on sent vraiment cette notion d'adhésion finalement à un projet. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure ou lors de notre préparation, fait que souvent vous avez dans les équipes, au niveau des conseillers, des personnes qui n'ont pas forcément effectivement passé des diplômes, et que du coup il y a cette volonté de Nocibé d'accompagner effectivement ses collaborateurs. J'imagine que ça doit beaucoup jouer aussi dans la notion. Absolument. Et en fait, les personnes elles-mêmes sont les meilleures formatrices de leurs collègues. Donc, quand vous voulez, on a lancé la marque propre. La marque Nocibé, il y a quelques années, par une impulsion de la dirigeante avant moi. Il y avait quelques produits, donc ça a été créé pas ex nihilo, mais disons que ça a été développé, c'était incomparable en nombre de références, etc. Eh bien, vous savez, le meilleur moyen de faire adhérer les équipes, c'est de prendre des gens qui ont été sensibles à cette nouvelle marque et lui demander, donc une responsable, elle-même de former ses collègues responsables. Donc vous imaginez la puissance que cela peut avoir, que les adjointes prennent dans les magasins, prennent toute leur part à ces formations également. Et vous avez dans les régions, il y en a 26, chaque région a 20 magasins. Sur les 26 régions que l'on a, vous avez toujours une responsable de magasin qui est le porte-voix justement des nouveautés de la marque propre. Aujourd'hui, la marque propre a été adoptée par tout le groupe Douglas dont on fait partie, et c'est monté progressivement. Actuellement, la marque propre représente plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que en fait, ce sont les équipes qui l'ont portée. Pardon, je suis. Non, mais j'ai toujours peur. C'est pas de. On est les meilleurs, c'est pas ça du tout. Mais c'est une fierté en fait qui s'exprime. J'espère que, en tout cas, ceux qui nous écoutent en sont convaincus. La data est un très vaste sujet. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, donc juste quelques points qui sont importants. Je l'ai dit, plus de 90% de nos clients ou de nos clientes ont des cartes de fidélité. Donc vous avez une traçabilité de l'ensemble des achats. Vous avez une chose qui a changé depuis un certain nombre d'années, c'est le comportement du client qui est de plus en plus connecté. Donc il va très souvent sur le site web. Et la crise sanitaire n'a pas changé le comportement, mais a été un facteur d'accélération de ces changements comportementaux. Et sur le web, absolument tout est traçable. Donc, si avant la crise, le web représentait un peu moins de 10%, 9-8% du chiffre d'affaires, avec la crise, on a gagné quelques années, si vous voulez, de montée en puissance de l'e-com, du web. Et sur le web, tout est absolument traçable. Notre valeur ajoutée, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la relation humaine. Donc c'est la relation qu'ont nos équipes avec chacune de leurs clientes. Or, ces clientes vont de plus en plus sur le web, se renseignent, etc. On a la chance d'être dans une industrie où il faut sentir, il faut voir, il faut sentir dans le vrai sens du terme, toucher. Donc le magasin reste un lieu fondamental pour la découverte du produit. Et il y a à la fois cette montée en puissance du web. Alors bon, si on regarde ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a un mot qui est très utilisé dans beaucoup d'entreprises, c'est on essaye de bâtir une activité omnicanale, donc sur l'ensemble des canaux, en assurant une expérience sans couture. Donc pardon, c'est un peu des lieux communs qui sont utilisés par beaucoup d'entreprises, mais c'est la réalité, donc je ne vais pas en inventer de nouveau. Donc la data qui est collectée sur
le web, donc la wishlist que peut créer un client, elle est directement accessible en magasin. Quand on a identifié la cliente, sur les tablettes qu'on a mises en magasin, on a accès immédiatement à sa wishlist. Et on pourra discuter avec elle, lui montrer, lui faire découvrir un certain nombre de produits. La data peut comporter également de la valeur ajoutée insoupçonnée. J'en ai parlé juste avant avec une personne qui, je pense, va prendre la parole et avec qui on a déjà travaillé au niveau de nos CIB. La data peut comporter une valeur même insoupçonnée. Quand j'ai vu la masse en fait, de data que l'on a, j'ai dit mais ça serait peut-être bien de voir s'il y avait des produits ou des marques qui sont plus affines avec d'autres. Donc si une cliente par exemple a pris un mascara de cette marque, on a réalisé en étudiant les data que elle peut particulièrement aimer cette crème ou ce fond de teint ou voilà, elle aime bien ce parfum, donc on peut lui proposer. Et on m'a dit, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes aussi à voir, c'est de pouvoir prévoir les abandonnistes. Donc imaginez, qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir. Prévoir les abandonnistes. Attendez, de quoi vous me parlez? Eh bien, en fonction du comportement que l'on voit, de l'historisation des achats, des visites, de la navigation sur le site web, on est capable de dire cette personne, tiens, elle est en train de quitter le milieu de la parfumerie sélective, elle est plus attirée par la parapharmacie pour le soin, etc. C'est, comment dire, ça peut étonner, mais c'est la réalité. Et donc, ce qu'on a décidé, comme ce n'est pas on n'a pas une connaissance parfaite des choses, on est, et du coup passionné par ça, c'est-à-dire j'ai été très intéressé par ça. On est en contact avec des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, par exemple Centrale Lille, à qui on a confié une partie de nos data. On confie une partie de nos data et les étudiants vont proposer un traitement particulier. Donc naturellement, avec toutes les précautions qui sont prises pour la CNIL et la RGPD, donc c'est sans le nom des personnes, on ne peut pas tracer, mais ce sont des étudiants, donc des gens qui sont vierges de toute expérience, mais qui ont une expertise technique et qui ont une fraîcheur de vue qu'ils peuvent utiliser. Je pense que c'est véritablement un continent à découvrir, la data. Ouais. En tout cas, merci de nous amener donc, je ne sais pas si ça répond vraiment, mais je peux en parler encore plus. Mais c'est vraiment ça. On est au début et voilà ce que l'on essaie d'avancer. Pardon, je vous ai Non, mais pas du tout. Mais merci du coup de ces éléments de réponse.